IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui sont en vacances ou ceux qui n'y sont pas, je vous propose ce soir une émission avec Manuela von Straswitz. Elle est psychiatre, hypnothérapeute et analyste jungienne, autour de son ouvrage Abécédaire de la rêverie, découvrir les plaisirs de la méditation créative. Elle est avec moi dans les studios ce soir, je la remercie. Bonsoir Manuela von Straswitz. Bonsoir Joël. Alors on parle, on va dire le titre du livre, vous dites parce que votre nom est difficile à écrire, donc Abécédaire de la rêverie chez Albin Michel. Oui, c'est tout à fait ça. Qui est sorti il y a peu de temps. Oui, en mai dernier. En mai dernier. Et pourquoi avoir fait un livre sur cet abécédaire de la rêverie ? Parce que la rêverie est un état complètement oublié qui semble vieillot et qui est assez disqualifié, qu'on considère comme une sorte d'activité inutile et désuète, alors qu'en fait, nous passons entre 10 et 20% de notre vie diurne, c'est-à-dire lorsque nous sommes réveillés, en état de rêverie. Mais c'est un état assez particulier, car lorsque nous entrons en rêverie, nous n'en sommes pas conscients. Je vais vous donner un exemple. Vous cherchez vos lunettes ou un objet, vous allez d'une pièce à l'autre, et puis brusquement, vous vous rendez compte que vous avez oublié ce que vous étiez venu chercher. Vous vous réveillez en vous demandant « mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je… » et votre regard erre un peu dans le vague. Et en fait, vous avez glissé dans cet état de rêverie, cet état très particulier qui s'accompagne de ce qu'on appelle, avec un terme technique, un état de dissociation, c'est-à-dire un moment où j'oublie que je suis là, je fonctionne de façon un peu automatique et dès que je suis interrompue, dès qu'il y a quelqu'un qui me sollicite ou dès que je m'arrête, je sors de cet état de dissociation. Et ainsi, nous passons toute notre journée à être dans un sorte de on-off, présent, puis absent, puis présent à nouveau. Et tous ces petits moments d'absence à nous-mêmes sont des états de rêverie, des états pendant lesquels notre cerveau s'active de façon très particulière et pendant lesquels une activité souterraine se poursuit, qui est pas très structurée, pas très organisée, mais qui reste présente et au cours de laquelle nous pouvons retravailler des événements passés, nous projeter dans l'avenir, avoir brusquement l'idée du fait qu'on pourrait, par exemple, redéplacer le canapé au salon ou organiser autrement la disposition du jardin. Donc, c'est un état très flou qui a été beaucoup exploré par Gaston Bachelard dans toute une série de livres sur la rêverie et qu'il a appelé le chaos informe de la pensée sans images et sans mots. Alors, on a tous vécu l'expérience d'être au volant d'une voiture et de se retrouver à l'endroit, de ne pas se retrouver à l'endroit où vous voulez être, parce que finalement, on conduisait en pilotage automatique et on se retrouvait pas là où on allait, mais là où la voiture avait l'habitude d'aller. Est-ce que ça fait partie de la rêverie aussi, ça ? Oui, ça, ce sont donc ces petits états de dissociation qu'on peut aussi rapprocher de petits états hypnotiques. C'est-à-dire que la rêverie est un état naturel qu'on peut imaginer un peu comme une sorte d'esplanade qui peut nous mener vers de l'hypnose, vers un état cérébral qui correspond à l'hypnose, à la méditation, parfois à la prière. Donc en fait, tous ces états de conscience où nous ne sommes pas happés de façon précise par notre tâche. Et donc la voiture, la conduite de voiture est un très bon exemple parce que finalement, on part, on apprend toujours la même route, on n'est pas du tout endormi, on n'a pas d'accident, mais on ne fait plus du tout attention où on est. On est effectivement en pilotage automatique, mais s'il y a quelque chose d'inattendu qui surgit, on est vigilant et on arrive à agir et on n'a pas d'accident. Alors, est-ce que cette rêverie, ce serait dans le monde où l'on vit en ce moment, où on est obligé de courir, d'être toujours activé, on est dans un monde d'activité sans cesse, hein, on est sollicité partout. Est-ce que c'est pas un espace justement pour que le cerveau s'aère un peu ou... Alors, c'est un espace essentiel.
Les Américains ont même développé des échelles d'évaluation pour voir si vous rêviez pas assez ou trop. Et il y a des personnes qui passent 50-60% de leur temps de veille en état de rêverie, en se racontant des histoires, en imaginant des scénarios imaginaires plus ou moins complexes. Ou en étant ailleurs, tout simplement. Ou en étant ailleurs, dans des lieux qui n'arrivent même pas à définir eux-mêmes. Donc c'est un état absolument nécessaire, mais notre mode de vie, et notamment les écrans, la permanence des écrans, de la possibilité d'aller tout de suite sur son téléphone ou sur une tablette ou sur un ordinateur, nous coupe de ces états et nous coupe des ressources qui se trouvent, auxquelles nous accédons grâce à cet état. Parce que c'est un espace de créativité. C'est un espace de créativité inconsciente, très souvent. Le mathématicien français Poincaré au XIXe siècle a très très bien expliqué la notion de créativité en mathématiques. Il avait été incité à faire une communication à l'Académie des sciences sur ce sujet et il expliquait qu'il procédait par plusieurs étapes. Il devait travailler sur la résolution d'une équation, donc il a travaillé pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et à un moment la difficulté surgit. Il n'arrivait pas à aller plus loin. Et là, il s'est rendu compte qu'il fallait laisser de côté la tâche, faire tout à fait autre chose, éventuellement partir en vacances, se consacrer à une autre activité, en tout cas, laisser ce questionnement mûrir dans son inconscient. Et il explique que quelques semaines après, souvent, la réponse surgit de façon tout à fait inopinée, et il a constaté qu'à ce moment-là, la réponse est juste. Il dit qu'après, il y avait une dernière étape qui était de vérifier que la solution trouvée était bien la bonne. Mais ça s'est toujours avéré. Et ainsi, nous pouvons tout bêtement retrouver le même mécanisme lorsque nous cherchons un mot. Nous sommes là, nous butons, nous cherchons un mot ou le nom de quelqu'un, nous l'avons sur le bout de la langue et nous savons très bien que pour le retrouver, il faut arrêter d'y penser. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et dans cet état non conscient, la pensée se poursuit et brusquement, la réponse surgit. Alors, dans rêverie, il y a quand même rêve. Hein. Donc, Est-ce que ce ne sont pas non plus des rêves éveillés, vous le disiez tout à l'heure? Alors, la rêverie a été utilisée dans des approches thérapeutiques comme le rêve éveillé dirigé et développé par un Français au début du XXe siècle. Donc, notre rêverie, nos scénarios imaginaires disent quelque chose de notre inconscient et notre inconscient s'exprime aussi dans nos rêves. Si par exemple dans ma journée je suis un peu triste et je ne vais pas très bien et je suis pas très satisfait de ma vie, je peux me raconter des histoires où je suis brusquement reconnue pleinement en tant que héros ou héroïne d'un grand événement. Je raconte dans mon livre l'histoire d'un homme, c'est une histoire que j'ai un peu inventée, mais qui vivait assez mal sa situation professionnelle. Et qui, du coup, passait son temps à imaginer les obsèques de ses collègues. Donc, matin, midi et soir, dès qu'il avait un peu de temps, il imaginait qu'il était en train de faire le discours funéraire pour un concurrent qui l'embêtait au travail, et ça lui faisait beaucoup de bien. Voilà, ça c'est une version peut-être un peu hard, mais il y a d'autres moments aussi où on est complètement envahi par une problématique, par un désir. Par exemple, lorsqu'on souhaite absolument réussir, qu'on est entièrement tendu vers un but, à ce moment-là, on voit aussi que l'imaginaire se recentre et qu'il n'y a plus la liberté un peu floue qui nous permet de divaguer à gauche et à droite, mais tout est envahi par la question de la réussite, de comment y arriver, les stratégies, la façon d'éliminer les concurrents, etc. Il n'y a pas de rêverie, là. Si, c'est une rêverie, mais c'est une rêverie à ce moment-là centrée sur un but. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir des images où la personne se voit, par exemple, reconnue à un poste important, gratifiée des honneurs, ou ayant vaincu tous les concurrents lors d'une course, des choses comme ça. C'est aussi une rêverie. Ça, on nous demande de le faire si on veut réussir. C'est-à-dire,
Quand on a envie de quelque chose, c'est pas le tout de le programmer, il faut déjà s'y voir. Il faut déjà s'y voir. Ça, c'est effectivement aussi presque une stratégie thérapeutique qu'on appelle la thérapie, où on imagine le problème résolu. Donc, à ce moment-là, vous allez activer consciemment vos capacités de rêverie avec un but conscient. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rencontre dans cet état-là entre votre rêverie, c'est-à-dire ce qui vous anime de façon sous-jacente, et le but que vous vous êtes fixé très consciemment. Alors, on va parler d'un certain Bharat. Bharat, on dit Biswal. Comment on dit exactement? Alors, je crois que c'est Bharat Biswal. Donc, c'est un jeune homme qui, dans les années 90, avait été payé en tant qu'étudiant pour paramétrer les appareils à imagerie résonance magnétique qui analysent le cerveau. IRM. Les IRM, voilà. Donc, en fait, il était, moi, je l'imagine dans une salle avec plein de machines, bon, un peu comme le studio, mais au milieu quand même, un cobaye allongé dans une IRM. Et donc, il devait simplement régler l'appareil de façon à ce qu'il y ait un signal assez lisse permettant de différencier avec des activités pathologiques. Du cerveau. Du cerveau. D'accord. Et donc, le cobaye était allongé, ne faisait rien. Il n'avait pas de tâche particulière, il n'avait pas à serrer la main, il n'avait pas à effectuer un calcul mental, il n'avait strictement rien à faire. Et l'étudiant a été très frappé parce qu'il s'est rendu compte que le cerveau fonctionnait de façon aussi active que s'il y avait eu une tâche et que étaient activées des zones cérébrales, par contre, assez différentes et qui englobaient tout le cerveau. Et à partir de là, a été conceptualisé finalement le fonctionnement du cerveau en tant que réseau. Réseau neuronal par défaut. Voilà, le réseau neuronal par défaut, parce qu'on avait tendance, jusque peut-être dans les années 90, comme pour la médecine d'ailleurs tout court, à s'attacher à la fonction de telle ou telle partie du cerveau, comme on peut s'intéresser au fonctionnement du rein, du cœur, des poumons, etc. Et on oublie dans le corps humain ce qu'on appelle le tissu interstitiel, qui est le tissu qui relie les organes, et on oublie les réseaux qui relient les différentes aires cérébrales. Et en fait, on s'est rendu compte que ce réseau neuronal en mode par défaut fonctionne de façon continue dès lors que vous détachez votre attention de quelque chose comme lire un livre, travailler votre dossier, parler. Voilà. Donc, il se pose la question de savoir pourquoi ce réseau se met en place. Il se pose aussi la question de savoir, c'est peut-être pas le même, et pourquoi on rêve. Pourquoi les animaux rêvent, c'est peut-être pas le même qui se pose la question. Alors, ce n'est pas le même qui se pose la question. Alors, la question de pourquoi les êtres humains rêvent... Pas que les êtres humains. Pas que les êtres humains, mais ce sont les êtres humains qui ont, pour la première fois, posé la question. Et la question du pourquoi des rêves est extrêmement ancienne. Elle remonte à l'Antiquité. Et de tout temps, il y a eu à peu près deux écoles. L'une disant c'est une activité purement humaine, l'autre disant que c'est une activité qui nous met en lien avec le divin ou avec le sacré. Maintenant, on sait que tous les animaux rêvent et que même il semblerait que la fourmi et la mouche rêvent. J'ai trouvé je donne la référence d'un article qui parle d'un tout petit lézard australien qui rêve aussi. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nos rêves, et il n'y a aucune raison de supposer que les rêves des animaux sont différents, nos rêves nocturnes nous permettent d'intégrer ce que nous avons vécu dans la journée, nous permettent de dépasser des traumatismes, d'appréhender les choses difficiles qui nous attendent, renforcent nos apprentissages. Et probablement que la rêverie diurne a à peu près la même fonction. Mais chaque rêve et chaque rêverie est singulière. Vos rêveries ne sont pas les miennes ni celles des autres. Et donc, il y a là quelque chose qui se tisse dans notre individualité et probablement aussi dans l'individualité de chaque animal. Il n'y a aucune raison que le chat du voisin ait les mêmes rêveries que mon chat à moi. Voilà. Ce sont des rêveries différentes. Et ça parle en fait de la multiplicité des individualités, que nous soyons humains ou animales.
Hmm. Donc, ça s'appelle la sensorialité pensante. Voilà. Alors, la sensorialité pensante, c'est le terme que j'ai trouvé pour expliquer cette démarche un tout petit peu paradoxale que j'ai tenté de faire dans ce livre, c'est-à-dire comme pouvoir, de façon consciente, réappréhender le monde en étant rêveuse et en mettant un tout petit peu de côté une pensée analytique, factuelle, pragmatique. Ce qui peut m'aider, par exemple, c'est, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, il faisait très chaud, j'arrosais dans un jardin dans le Midi, et puis j'ai entendu une petite fille appeler les escargots en leur demandant d'être sages et de ne pas manger les feuilles de la salade. Et je me suis souvenue de ces moments d'enfance où tout a une vie, une fonction, un désir, et où nous arrivons à voir l'univers de façon totalement différente. C'est-à-dire, nous voyons le monde entier comme un tout, agissant, animé d'une volonté et d'un désir. Et donc, la rêverie, ça va être un exercice qui va être à la fois dans une prise de conscience de soi-même, dans une attention à l'extérieur, donc là c'était à l'arrosage du jardin, ça peut être la contemplation d'une rivière, et puis dans le retour vers soi et la résonance que procure cette contemplation en moi. Et donc par cet aller-retour qui ressemble à ce qu'on peut voir ou éprouver dans la méditation en pleine conscience, en fait on ouvre un espace intérieur et on se donne plus de place à soi. Tout comme un enfant le fait très naturellement. Hein. On a tous vu des enfants qui s'ennuient, qui se plaignent de s'ennuyer et qui brusquement, à un moment, sortent de l'ennui en devenant créatifs et en inventant un jeu. À condition qu'ils n'aient pas une tablette ou quelque chose qui les empêche. À condition qu'ils n'aient pas une tablette ou un jeu qui les happe complètement et qui les rend absents à eux-mêmes, pris dans l'activité que propose le jeu vidéo ou la tablette. Oui, parce que vous avez l'histoire du petit garçon qui construit une cabane. Voilà. On a tous un souvenir d'enfance où lorsqu'on était seul, on s'est trouvé des choses à faire. Voilà, on a été inventif. On a été créatif. Oui. Et là, on a découvert des grands plaisirs. Et adultes, on a perdu cette capacité, ou beaucoup d'entre nous, les artistes non, mais nous sommes très nombreux à avoir plus de difficultés à nous retrouver seuls. On se demande ce qu'on va faire brusquement, on se retrouve désœuvré, on peut être même déprimé, on peut se jeter dans différentes activités qui vont éviter de se retrouver face à soi-même. Mais ça vaut la peine, à mon sens, de s'autoriser à prendre un peu de temps et à laisser surgir en nous ce que nous ne savons pas y trouver, ce dont nous ne savions pas que cela s'y trouvait. Alors vous écrivez à la page 116 que la différence entre une séance d'hypnose, de méditation, de prière et la rêverie quotidienne que nous pouvons connaître en rangeant quelques objets ou en épluchant les légumes est l'intentionnalité, la dynamique personnelle dans laquelle elle s'inscrit. Tout à fait. Ce que je dis un peu plus loin, c'est-à-dire que si je veux méditer, je peux m'installer en moi-même pour me sentir pleinement dans mon corps, dans cette situation, pour en fait me relier à moi-même très, très facilement. Je peux aussi vouloir faire une séance d'auto-hypnose afin de m'aider à vaincre une peur ou à vaincre une émotion, par exemple une colère. Et à ce moment-là, il y a des techniques que je ne détaille pas dans le livre, mais qui est des techniques qui existent et qui vont me permettre, par exemple, d'imaginer ma colère comme un tigre que je vais lentement caresser, puis pour l'apaiser, pour qu'il arrête de rôder dans tous les sens, prêt à mordre, mais pour le calmer et qu'il puisse se coucher à mes pieds. Donc là, je vais avoir une intentionnalité précise de travail sur une émotion. Et je peux aussi, dans un moment de prière, essayer de me relier à Dieu ou à la force de vie
ou au cosmos. Bon, après, en fait, les possibilités sont infinies, mais les intentions ne sont pas du tout les mêmes. Dans la rêverie, il n'y a pas d'intention. C'est la rêverie qui vient vers nous. On ne sait pas où on va. La rêverie arrive sans aucune Voilà, intention. c'est pas nous qui dessinons. Non. Il y a eu même une étude japonaise extrêmement drôle. Ils ont mis une série de personnes devant des films de Mr. Bean, donc des petits sketchs assez drôles. Et ils ont ensuite demandé aux personnes de cligner les yeux. Et dans le moment du clignement, en un milliseconde, de 50 millièmes de milliseconde, s'active le réseau neuronal en mode par défaut. C'est-à-dire que chacun d'entre nous se souvient, nous sommes en classe, le professeur est ennuyeux, et on tourne la tête et on regarde par la fenêtre. Ou on entend un bruit dans la rue et on est dans la rue. On est ailleurs. Ouais. Voilà. Et ça parle de l'immédiateté de la rêverie. C'est d'ailleurs ce qui rend difficile le traitement des troubles de la concentration, parce que ça veut dire qu'on est très très facilement happé par tout ce qui vient autour de nous, et on peut à la fois, dans ce que vous disiez, être tout de suite dans la rue et imaginer, j'en sais rien, l'ambulance, les pompiers qui arrivent, je ne sais pas, quelque chose d'un peu dramatique, on peut se raconter une histoire. Oui, ou l'école buissonnière. Ou l'école buissonnière, et là on part complètement, et on n'est ni dans la rue, ni en salle de cours, on est tout à fait ailleurs. Ok, on va faire une pause musicale, et après on va un peu voir ce qu'il y a dans votre abécédaire de la rêverie. À tout de suite. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Manuela von Straswitz, qui va nous dire un peu pourquoi elle a choisi cette musique pour intermède dans cette émission sur la rêverie. Alors parce que c'est donc c'est le Cold Song de Purcell, interprété ici par Klaus Nomi, et qui parle en fait de la glace qui surgit dans le froid et qui est réveillée par le froid et qui se redresse et qui est à la fois appelée à vivre et en même temps qui gèle, qui peut à peine bouger, qui peut à peine respirer et qui demande à geler à nouveau et à retourner vers la mort. Et je trouve que c'est, au-delà de la voix de Nomi et de cette très belle interprétation, ça ouvre un imaginaire extraordinaire. Et ça ouvre la deuxième partie de l'émission à la lettre M, mourir. Voilà. Notre mort peut être un sujet de rêverie, pas dans l'autocommisération névrotique du « c'est bien fait pour eux maintenant que je sois mort, ils se sentent coupables, regrettent de ne pas avoir agi avant », mais dans la longue appropriation de cet événement comme d'un objet que nous façonnons de façon créative, nourri de notre savoir, d'une rêverie singulière et collective. Et vous avez travaillé quand vous étiez jeune dans les hôpitaux ? Oui, comme je suis médecin, j'ai été externe, donc étudiante en médecine, et on arrive je suis arrivée dans un service de pneumologie à 22 ans où malheureusement il y avait beaucoup de patients qui étaient en fin de vie, notamment pour des cancers du poumon. Et le hasard des choses a fait que ce service accueillait beaucoup de comédiens. Et ces comédiens, donc moi je découvrais ce que c'était qu'un service hospitalier, je découvrais la maladie, la mort. Vous aviez 22 ans, et c'est j'étais très jeune, mais comme tous les étudiants en médecine ou les infirmiers et infirmières. Et j'avais été extrêmement frappée. D'ailleurs, j'ai compris que beaucoup plus tard ce que j'avais vu là, car lorsqu'il y avait une fin de vie qui approchait, ça ressemblait étrangement à ce que j'avais vu éventuellement au cinéma ou au théâtre. Il y avait une certaine tenue, en tout cas quelque chose qui me semblait finalement assez apaisé, très respectueux du personnel soignant ou en tout cas de l'étudiante que j'étais. Et c'est beaucoup plus tard, quand j'étais dans d'autres services, que j'ai compris que les comédiens que j'avais vus pendant les dernières étapes de leur vie, en fait, rejouaient des scènes qu'ils avaient déjà jouées. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient, sur les planches ou au cinéma, interprété soit
celui qui crève dans un coin, soit la grande mort théâtrale avec le lit, les coussins, tout le monde autour. Et donc, ils avaient finalement, pendant des années de leur vie, acquis un savoir-faire, un savoir-être de la mort. Et du coup, ils gardaient cette capacité d'insuffler leur propre représentation de ce que c'est que de mourir dans ceux qui vivaient. Et de ce fait, finalement, adoucissait les choses pour leur entourage. Alors, il faut quand même dire, j'étais donc étudiante en médecine, je n'étais pas encore médecin dans cette unité, je n'ai pas assisté au tout dernier moment. Mais tout ce qui était présent auparavant était marqué, je dirais, par leur souci de bien mourir. Et par ce bien mourir, il y avait finalement un respect des autres que je n'ai compris que beaucoup plus tard. Alors justement, quand vous dites que vous l'avez compris que beaucoup plus tard, c'est sûrement au moment d'une rêverie. Est-ce que les rêveries ne sont pas là pour nous donner des clés de choses qu'on n'a pas compris bien avant? Alors ça, je l'ai compris plus tard parce que malheureusement, j'ai été ensuite dans des services de cancérologie où j'ai vu d'autres personnes mourir qui n'avaient pas ce savoir-faire. Et donc, j'ai vu des scènes parfois plus difficiles, en tout cas pour moi. Je ne peux pas du tout parler de la personne qui décède. Mais sinon, pour rebondir à ce que vous disiez sur les clés qui nous apparaissent dans les rêveries, oui. Mais d'ailleurs, nous le constatons dans des tas de petites choses du quotidien. Vous êtes perplexe, il y a quelque chose qui s'est passé ou quelqu'un a eu une réaction que vous n'avez pas comprise. Vous partez, vous êtes toujours au volant de votre voiture et puis brusquement, vous vous dites « Ah mais oui, c'est bien ça !» Et brusquement, vous avez compris ce qui s'est passé. Et sans faire un long processus d'analyse ou quoi que ce soit. Voilà. Brusquement, la réponse a surgi. Ça peut être aussi une décision. Est-ce que vous allez déménager à tel ou tel endroit? Et brusquement, vous sentez bien que vous arrivez à vous imaginer dans le nouveau lieu ou non. Il vous parle ou non. Vous vous y sentez bien ou non. En dehors de toute rationalité. Et brusquement, cette conviction surgit en vous. Et elle surgit en vous grâce à cet état de rêverie. Alors, à condition de ne pas être dans la rumination, c'est un des mots de votre livre, ni de broyer du noir, ni de la bouderie. Ces trois mots qui sont dans votre livre, et ils se ressemblent un peu, hein, bouder, ruminer et broyer du noir. C'est un peu la même chose, tout ça. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, alors, ruminer, malheureusement, nous connaissons tous des personnes qui racontent toujours la même chose. Mais même nous, on rumine de temps en temps. On rumine tous. Mais alors, on peut être des bons ruminants. Je dirais la rumination, normalement, c'est un processus de transformation. La vache mange l'herbe, et puis à un moment, ça passe, et puis ça devient du lait. Donc, il y a un processus de transformation. On a vécu quelque chose de difficile. Il y a eu un petit conflit en famille ou avec des collègues ou je ne sais quoi. On n'a pas digéré. On l'a pas digéré. Et on tourne en boucle pendant quelque temps. Et puis à un moment, ça passe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une rumination et en dessous, doucement, il y a une dynamique qui fait qu'à un moment, on peut l'abandonner. On digère. On digère et on n'y pense plus. Bon, jusqu'au jour où on rencontre le type odieux qui avait déclenché tout ça. Mais il y a ce qu'on peut appeler la rumination pathologique, qui est quelqu'un qui s'est senti la plupart du temps lésé. Voilà. Une femme abandonnée par son mari dans des conditions horribles ou un homme abandonné par sa femme dans des conditions absolument atroces. Un échec cuisant et public dont tout le monde se souvient. Et là, vous avez des personnes qui commencent à être en boucle et qui vont être en boucle sur la souffrance vécue pendant des années, des décennies, et vont commencer à lasser leur entourage. Et oui, vous dites la personne qui vous appelle, qui reste 1 heure pour vous raconter toujours la même chose, vous mettez le son du téléphone et vous vaquez à vos occupations à côté, et c'est la même histoire qui revient sans arrêt. Et ça revient toujours, et ça c'est quelque chose de tout à fait terrible. Pour les deux, pour celui qui entend et celui qui parle, parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance quand même. C'est à la fois quelqu'un qui est en souffrance, mais qui est tellement enfermé dans sa rumination qu'il
plus du tout la moindre place à une petite ouverture, à la possibilité d'une transformation. La bouderie, pour moi, est quelque chose de différent. Là, je raconte quand même vraiment un souvenir très personnel de l'an dernier. C'est-à-dire qu'à un moment, alors que j'étais en train d'écrire le livre, que j'étais en vacances, que j'allais très bien, j'étais très contente d'être en vacances, brusquement, je me suis rendu compte que les vacances se terminaient. Et puis, je pense qu'il y avait dû y avoir 2-3 petites choses tout à fait anodines. Et donc, il y a un peu de mauvaise humeur. La mauvaise humeur dont on a envie de charger tous les autres, sauf soi. Oui. Et donc, ça, c'est le refus, je dirais, du temps présent et du temps qui passe. Voilà. Broyer du noir va dans le sens de la rumination. Et là, je raconte l'histoire de quelqu'un qui finalement accable, mais vous avez tout à fait raison, c'est proche de la rumination, accable tout son entourage d'une injustice vécue. Voilà, plus ou moins réelle, plus ou moins importante. Parfois, effectivement, il y a des tragédies. Et à ce moment-là, toute la vie s'oriente se définit par la tragédie vécue, qui peut être la mort d'un parent ou un accident très grave, mais qui à ce moment-là devient déterminant et enferme la personne qui perd toute liberté. Elle n'est plus que là-dedans. Et ça devient une sorte de définition identitaire d'elle-même, comme être souffrant, victime du malheur terrible de l'existence. Ce qui n'est pas très gai pour l'entourage. Non, alors il faut des fois des accessoires pour pouvoir rêver, comme la balançoire ou le hamac. Oui, le hamac est quand même un instrument, une invention absolument extraordinaire. Alors, ce qui est très amusant entre le hamac et la balançoire, c'est que le hamac, vous êtes allongé. Donc, c'est une rêverie extrêmement passive qui rappelle peut-être les premiers temps de l'enfance. On est coincé même dans le hamac. On est coincé. Alors, naturellement, tout dépend des personnes. Et pour certains, c'est un contenant qui épouse le corps et qui est tout à fait rassurant. D'autres le vivent de façon un peu presque claustrophobe parce qu'on est coincé, allongé, et voilà. Donc, mais le hamac est intéressant par cette immobilité qui nous permet de glisser très lentement vers la sieste, puis d'en réémerger. Bon, on n'est pas du tout actif dans un hamac, c'est bien connu. C'est le contraire avec la balançoire. Voilà. Alors que la balançoire, on peut se bercer sur une balançoire, mais dans la balançoire, il y a quelque chose qui est vraiment du plaisir d'aller haut, donc de se tenir de ses bras, de donner une impulsion avec les pieds et ensuite avec le corps d'imprimer un mouvement afin d'aller très haut et de voir le monde d'une perspective inhabituelle. Et donc j'évoque aussi le tableau de Fragonard sur les plaisirs de l'escarpolette, qui est vraiment un très très beau tableau. Et on voit vraiment la griserie de la balançoire qui n'a rien à voir avec le plaisir un peu régressif du hamac. La rêverie est toujours quelque chose de doux. On n'est pas dans non, il peut y avoir des rêveries dures. Oui. Oui, parce que lorsque vous êtes... la rêverie, quand nous allons bien et que nous sommes un peu dégagés de soucis graves de l'existence, la rêverie est douce. Si nous sommes enfermés dans des situations de carence importante, de manque d'argent absolu, de contraintes, lorsque vous avez des personnes qui sont dans des situations de burn-out, de surcharge au travail, etc., là, la rêverie est envahie par la problématique négative et de façon, je dirais, exemplaire dans les situations de dépression. Parce que là, c'est impossible de regarder tranquillement le mouvement des feuilles dans le vent, mais il y a une conviction de la négativité du monde, de sa destruction, de la mort prochaine, de la grisaille de l'existence. Et à ce moment-là, la rêverie est extrêmement triste. Donc la rêverie accompagne
notre état émotionnel. Vous avez des petits exercices comme dans le livre à la page 186 qui dit parmi les exercices d'hypnose que l'on peut proposer à un patient qui souhaite être aidé dans le changement, donc ça peut être aussi le changement de sa vie, il y a celui qui évoque la traversée du fleuve. Oui. Donc pour tous ceux qui sont pas bien, dont tout ce que vous voulez, venez d'énumérer, même si c'est des problèmes d'argent ou autre, il peut y avoir cette traversée du fleuve aussi. Oui, parce que si vous voulez, il y a le problème objectif. Si quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il est dans une situation matérielle extrêmement difficile, on va pas lui dire qu'il se l'imagine et qu'il peut, qu'on peut faire totalement abstraction de ça. Par contre, il peut se laisser plus ou moins définir dans son identité par ce problème. Voilà. Il peut être pauvre, mais, alors c'est peut-être un peu extrême, mais heureux. Il ne peut ne pas être assigné au fait qu'il est pauvre, donc qu'il ne vaut rien. Voilà. Il peut se détacher, il peut exister en tant qu'être humain à part entière qui, pendant un temps, n'a pas d'argent. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de se considérer à vie comme un loser, un échec complet, qui ne vaut rien dans son existence. Et donc, pour passer d'un état à l'autre, il y a donc effectivement, pour aller dans le changement, c'est-à-dire aussi dans un changement de la façon dont on se représente soi-même, il y a deux images que proposait François Roustan, qui sont donc effectivement la traversée du fleuve, ou ce qui peut être aussi, qui est une image que j'aime beaucoup, en fait, se laisser porter par le fleuve. Ne pas s'accrocher aux branches qui traînent dans l'eau, mais se glisser dans le courant de la vie et devenir de plus en plus disponible à ce qui peut surgir et ce que souvent nous n'attendons pas. On reparlera de François Roustan juste après la pause. À tout de suite. Voilà un peu de rêverie de Debussy pour poursuivre cette émission Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Manuela von Straswitch, abécédaire de la rêverie. Nous avons parlé juste avant la pause de François Roustan qui nous a quittés en 2016. Très bel âge, 93 on dit. Voilà, c'était un homme absolument remarquable dont la rencontre fut décisive pour moi parce que elle m'a permis d'aller vers l'hypnose et de découvrir un abord thérapeutique à la fois extrêmement efficace, riche et simple. Parce que nous avons tous une capacité naturelle à l'hypnose qui naît donc de cet état de rêverie. Et c'est un état dans lequel nous sommes immergés dans le monde. Nous ne sommes pas dans notre pensée rationnelle. Et nous pouvons du coup accéder à une grande créativité sans nous freiner nous-mêmes avec des tas de oui mais que nous avons habituellement. Alors il a d'abord été jésuite, puis psychanalyste, enfin hypnothérapeute. Tout à fait. Donc il a quitté l'Église, je crois, vers les années 60-70, après le Concile de Vatican II, après avoir fait une analyse. où il s'est sorti de cette institution. Ensuite, il a été dans différents mouvements. Il a été aussi assez proche de Lacan, qu'il a pas mal critiqué. Donc, il a eu un cheminement de psychanalyste assez classique, mais déjà avec une originalité de pensée, surtout une très grande autonomie de pensée. C'est très clair qu'à partir du moment où il a quitté l'Église, ce n'était pas pour entrer dans une autre institution aussi enfermante que les sociétés de psychanalyse. Donc, il a gardé toujours cette liberté de penser. Et puis, progressivement, il est venu vers l'hypnose, qui est donc une façon de concevoir un autre rapport au monde et qui n'est pas dans une approche de l'inconscient comme un espace extrêmement restreint, structuré sur la théorie de la sexualité infantile freudienne, mais en fait, tout ce qui est du non-conscient
dans lequel nous vivons, que nous habitons et dont nous ne savons souvent pas grand-chose. Est-ce que ces livres sont abordables au niveau de compréhension ? Oui, alors il y a un livre assez technique qui s'appelle « Qu'est-ce que l'hypnose ?» et qui est un livre absolument remarquable. Par contre, il y a toute une trilogie qui doit commencer par la fin de la plainte, il suffit d'un geste, et j'ai un trou concernant le 3e titre, qui sont tous les 3 parus chez Odile Jacob, maintenant je crois en plus réédités en un seul volume, mais ce sont des livres tout à fait intelligents et lisibles. François Roustan, donc il nous a ramené l'hypnose, on peut dire en France, quelque part. Alors, il y avait un psychiatre beaucoup plus âgé qui s'appelait Léon Chertok, qui avait déjà été important, mais c'est essentiellement François Roustan. C'est avec François Roustan et Jean-Marc Benayem qui a fondé le premier diplôme universitaire sur l'hypnose, d'enseignement à l'hypnose à la Pitié-Salpêtrière, il y a probablement maintenant une 20aine d'années, que l'hypnose est revenue, et maintenant l'hypnose est utilisée de façon je dirais courante dans les centres antidouleurs, notamment pour les addictions, en psychothérapie. Donc maintenant, l'hypnose se diffuse de plus en plus. Alors, dans votre abécédaire de la rêverie, on y revient, il y a des vents. On a tous comme ça en tête les bruits des feuillages, le vent, la tempête, le vent. Et là, vous nous parlez du pétole. Alors la pétole, c'est pas la pétoche, c'est la pétole. La pétole, en fait, c'est un mot que m'a appris un patient qui, lorsque je lui disais que les choses, j'avais l'impression que ça n'avançait pas beaucoup, il m'a dit, oui, c'est la pétole. Et en fait, et après je me suis renseignée sur ce terme, même si tout ce qu'il m'avait dit était tout à fait juste. C'est donc autour de l'équateur. Lorsqu'il y avait encore la navigation à voile, donc aussi à l'époque de Christophe Colomb, je crois qu'il a connu une période de pétole, c'est dans un endroit qui s'appelle, je crois, le Poteau Noir, un endroit où il y a très souvent aucun vent. Donc le voilier était complètement immobile, soulevé régulièrement par la houle, et les houles peuvent se croiser, donc il y a un mal de mer terrible. En plus, il fait abominablement chaud, très humide, de temps en temps éclatent des orages, la pluie tombe, c'est abominable, il fait gris, lourd et rien ne se passe. Et parfois, nous avons dans notre vie l'impression que nous sommes dans une période de pétole. Il ne se passe rien d'agréable, le temps est pourri, on n'a que des choses horribles qui nous arrivent les unes après les autres et on ne peut rien faire. Et là, il y a 2 attitudes habituellement. Parfois, d'ailleurs, une personne les adopte successivement. La première, c'est on commence à s'agiter frénétiquement. On court dans tous les sens, on essaye de ranger le bateau, de voir si on déplace les charges de gauche à droite et de droite à gauche, on va pouvoir avancer d'un demi-centimètre. Mais très souvent, ça ne sert à rien. Et puis, à un autre moment, il y a simplement à attendre. C'est-à-dire attendre que un petit vent, une petite risée se lève et à ce moment-là, la saisir au plus vite avec les voiles. Et donc être extrêmement attentif et ne pas la laisser passer. Oui, parce que ça dure pas longtemps. Mais il y avait donc cette pétole, c'est une absence totale de vent. C'est une absence totale de vent. C'est un mot qui est dans votre livre. Il y a tout un tas de mots, parce que c'est un abécédaire. On a un petit peu, il y a quelque chose sur les chats, contempler l'eau, sur la dépression, sur la dissociation, sur l'esprit de l'escalier. Allez, l'esprit de l'escalier, je connaissais pas non plus. Alors, et pourtant, on l'a tous vécu, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. C'est la chose typique. Voilà, on s'est disputé avec quelqu'un, on repart mécontent parce qu'on n'a pas réussi à lui clouer le bec. Et dans la descente de l'escalier, brusquement, on se dit « Tiens, j'aurais dû lui dire ça ». Alors qu'on est en train de descendre, c'est-à-dire qu'on est dans le mouvement du corps et ça déclenche et on rumine encore rapidement ce qui s'est passé. Et il semblerait donc que c'est une expression du XVIIIe siècle. Voilà. Lorsqu'on voulait briller dans les salons et qu'on n'y arrivait pas et qu'on y arrivait, que le bon mot surgissait trop tard. Et donc là, vous avez tout à fait le même processus que Poincaré, c'est-à-dire on a travaillé à quelque chose, ça n'a pas marché.
on lâche le truc, on part, on fulmine, on râle et on marche. C'est-à-dire, on est dans une activité du corps qui nous met en mouvement. On pense brusquement au fait, est-ce que je vais prendre un bus, le vélo ou j'en sais rien, la voiture pour rentrer? Et hop, la répartie surgit. Donc, il y a toujours les mêmes processus. Et puis, on a tous vécu ça quelque part, où on a le bon mot qu'on aurait dû avoir, mais qu'on n'a pas eu à ce moment-là. Oui, et c'est irrattrapable. C'est irrattrapable parce que, voilà. Alors, il y a aussi un éloge à la lenteur, et on va peut-être terminer sur les chambres d'enfants. Vous dites qu'il serait facile de retrouver les émotions de l'enfance, et c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent maintenant ou plus tard en différé. Ce soir, lorsque vous vous coucherez, éteignez la lumière et gardez les yeux ouverts, attentifs et bien réveillés. Enfant, l'on vous disait bien de dormir à des moments où vous n'aviez pas sommeil. Donc l'intérêt, c'est de regarder ce qui se passe dans la chambre, les yeux ouverts et pas de fermer les yeux tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je sais que quand j'étais enfant et qu'il y avait des vêtements sur la chaise... C'était des fantômes. C'était des fantômes ou des tigres, etc. Et il m'arrivait quand même d'avoir un peu de courage, de ressortir du lit, donc de vérifier que c'était que des vêtements, mais souvent je n'osais pas. Et puis après, je me disais, mais je sais que ce sont... Mais quand même, ça devenait un tigre ou un monstre, etc. Donc, nous avions une capacité à transformer ce qui nous entourait et à le voir de façon là angoissante, tout en étant à moitié dupe. Mais du coup, de vivre dans un monde, je dirais, plus riche. Adultes, nous nous couchons et nous fermons les yeux. Nous parlons, mais nous ne sommes pas pendant des heures, sauf dans les grands moments d'angoisse où on regarde de façon hagarde le plafond. Mais nous ne regardons pas ce qui nous entoure et nous ne laissons pas surgir notre imaginaire des interstices de notre chambre. Et c'est un peu dommage. Et c'est drôle parce qu'enfant, on voulait pas que la porte soit fermée, qu'on soit dans le noir, et en même temps, on avait, quand la porte était entrebâillée, ça faisait des fantômes. Voilà. Donc on avait les deux quand même. Donc on fermait les yeux pour pas voir. Maintenant, on nous demande là. On vous demande à tous ceux qui nous écoutaient d'ouvrir les yeux ce soir pour voir d'autres choses. Abécédaire de la rêverie, c'est publié chez Albin Michel. Vous appelez Manuela von Straswitz. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, vous pouvez le répéter mieux que moi, peut-être. Manuela von Straswitz. D'accord, c'est mieux. Mais c'est l'abécédaire. On peut vous retrouver où alors ? Alors, on peut me trouver dans toutes les bonnes librairies, sur Internet, etc. Le livre est très facile à trouver. Sinon, vous n'avez pas un blog, quelque chose ? Alors non, je n'ai pas de blog. Je ne suis pas très, très active sur Internet. Par contre, l'abécédaire se trouve... Alors, il y a le sous-titre méditation créative, donc il a été souvent rangé dans les rayons méditation, en sachant que l'éditeur a été un peu en difficulté parce que c'est un livre un peu inclassable. Il y a à la fois quelques explications, disons, un peu scientifiques et techniques, oui, mais la plupart des choses sont des sortes de petites nouvelles. Qui nous font rêver, puisque ça nous ramène en plein dedans de très très belles... Alors le soupir, pour terminer, est-ce que le soupir... On dit que le soupir, c'est cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, mais le soupir, c'est un peu moins que dans le pire, c'est quand même quelque chose qui fait du bien. Le soupir fait du bien. Là, c'est une petite histoire que j'ai inventée, c'est-à-dire un homme qui est assis dans le métro et qui entend son voisin soupirer profondément et il le voit accablé, penché en avant, et qui du coup éprouve l'accablement de son voisin et brusquement se remémore lui-même les périodes de sa vie où ça a été difficile, où finalement il a cru qu'il ne s'en sortirait pas, qu'il était dans la noirceur, et puis brusquement, à un moment, ça s'est levé, il en est sorti. Et donc, il a envie d'avoir un geste amical vis-à-vis de ce voisin inconnu, et à ce moment-là, le voisin se lève et il part. Et il ne saura jamais ce qui avait incité au soupir. Vous avez oublié le bâillement, parce que le bâillement, oui, c'est quand même quelque chose... en général, quand on bâille, c'est qu'on vient de se réveiller de sa rêverie, non ? On aère son cerveau. Tout à fait, le bâillement, mais la rêverie est un sujet sans fin. Oui, donc il y a énormément de thèmes. Ça m'a fait bien rêver, ça m'a amené dans plein d'histoires, ça nous donne envie de rêver, et c'est déjà une bonne chose. Je vous remercie beaucoup, Manuela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.